Bonjour à tous, bienvenue dans Le Racontage, l'émission de Sinistres Inconnus vous raconte mal une histoire préalablement bien racontée dans un livre. Je m'appelle David, je suis en compagnie de Clara. Salut Clara. Bonjour David et bienvenue au Tourbillon littéraire, amoureux des mots et des histoires qu'on raconte autour du feu, et à toutes celles et ceux qui écoutent le podcast pour s'endormir. Amateurs de podcasts réguliers, tremblez. Lors du dernier épisode, nous disions que nous voulions quitter le XXe siècle angoissant, et du coup on va parler de Stephen King, ce qui est le twist le plus terrible de l'histoire, mais c'est comme ça, désolé, c'est comme ça la team. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la nouvelle Le Corps, ou du court roman Le Corps de Stephen King, paru en 1982 dans le recueil Différentes saisons, Different Seasons. On y va. Alors, comme je disais, Le Corps, c'est une nouvelle qui apparaît dans ce recueil qui contient 4 histoires. C'est un roman assez particulier chez Stephen King déjà parce que c'est un des premiers, si je dis pas de bêtises, où il y a assez peu de fantastique, où c'est un des seuls aussi au global où il y a assez peu de fantastique. En tout cas, Stephen King, bon, pas faire une très grande intro de mon côté, dans tous les cas tout le monde le connaît, c'est une légende de la littérature de genre qui est née en 1947. Clara, qu'est-ce que tu peux me dire toi sur Stephen King, sur ton rapport à lui et aussi cette nouvelle, ce roman, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, moi je suis une très très grande lectrice de Stephen King puisque j'ai lu quasiment toute sa bibliographie. D'ailleurs, le nouveau roman là qui est paru, c'est Ne jamais flancher, est vraiment pas terrible par rapport au reste de son œuvre. Je trouve que le Corps cristallise vraiment toutes les questions de Stephen King. Enfin, du moins, on va retrouver tous les topoïs littéraires qu'il utilise, c'est-à-dire la réminiscence de l'enfance, le groupe d'amis, la quête. On va tout trouver ici avec cette ambiance un peu particulière. Effectivement, il n'y a pas de fantastique dans cette nouvelle, bien que on sent que parfois, le fantastique pourrait poindre le bout de son nez, mais il va pas jusqu'au bout, c'est ça qui est assez chouette, alors que c'est ce qu'on attend du King. Ouais, je suis assez d'accord. Alors oui, c'est un récit à consonance un petit peu autobiographique, où l'auteur évoque l'enfance, et peut-être son enfance et sa future vocation. Donc c'est un récit qui est assez intimiste, et je suis d'accord avec toi, c'est un récit qui cristallise pas mal de trucs qu'on reverra dans sa carrière. Ce livre, Le Corps, du moins cette nouvelle, a été adapté au cinéma, comme quasiment tout dans sa carrière. C'est le film Stand By Me, par Rob Reiner en 1986, si je dis pas de conneries. Et moi, ça me fait plaisir d'en parler parce que Différentes saisons, j'ai toujours beaucoup aimé ce recueil. Stephen King, c'est un des premiers auteurs que j'ai bingé à l'époque. Alors, j'en ai moins lu que toi, mais j'en ai quand même lu pas mal. Et Différentes saisons, il m'avait plu parce que lui, je l'avais acheté au pif. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Et c'est un banger quand même parce que les histoires qu'il y a dessus sont trop cool. Déjà, ça commence par Shawshank Redemption, tuerie, c'est une tuerie. Ça a été adapté au cinéma sous le même titre, ou le titre français Les Évadés. D'ailleurs, parenthèse, frère, si tu veux me spoiler la fin d'une histoire, n'appelle pas le film par le nom de la fin de l'histoire, sans déconner, genre, sinon, Visual Suspect, tu l'appelles le mec qui boite. Ok, mais bon, Shawshank Redemption, super histoire carcérale. Il y a aussi l'histoire Apt Pupil, un élève doué que j'avais adoré, qui est assez dark d'ailleurs, et The Body. Avant de commencer, comme d'habitude, vous ne l'avez pas entendu depuis longtemps celui-là, alors je vous le répète, abonnez-vous si vous voulez nous voir revenir de temps en temps, et mettez une note à ce podcast si vous avez aimé. On se lance, je te laisse commencer. Le récit s'ouvre sur la figure de Gordon Gordy Lachance, jeune garçon résidant à Castle Rock, une modeste localité du Maine. Le premier chapitre, c'est l'introduction de l'histoire par le biais des mémoires de Gordon qui se rappelle un été, alors qu'il allait sur ses 13 ans, et qu'il a vu la mort pour la première fois. Cette sorte de prologue, c'est vraiment un topos littéraire, la réminiscence de l'enfance, qui est un sujet omniprésent dans l'œuvre du King, d'autant plus que c'est couplé avec la figure du survivant, c'est ce qu'on verra ensuite, et c'est une figure qu'on a dans quasiment toutes ses œuvres. Et en fait, cette figure du survivant, c'est quoi ? C'est un ou des personnages qui traversent l'enfer, et dont au moins un revient pour témoigner de ce qui a été vécu. À l'occasion d'un week-end de la fête du travail, Gordy se retrouve en compagnie de ses amis Teddy Duchamp et Chris Chambers, réunis dans une cabane perchée dans un arbre pour jouer aux cartes. Leur tranquillité est troublée par l'arrivée de Vern Tessio, qui leur propose une expédition singulière, partir à la recherche du cadavre d'un garçon du voisinage, Ray Brower. Ce gosse, les garçons savent déjà qu'il a disparu, puisqu'ils écoutaient les fréquences de leur vieille radio. Ray est parti chercher des murs et il n'est jamais revenu.
Quand on commence et qu'on voit ces personnages, donc les 4 principaux, donc comme tu as dit, Gordy, le personnage principal, il y a Chris, il y a Vern et il y a Teddy. King fait un petit parallèle, le narrateur, fait un petit parallèle un peu sur leur vie et leur parcours, et il y a déjà un trope aussi très King qu'on retrouve, c'est les familles un peu dysfonctionnelles, parce que tous ont des problèmes avec leurs parents, et en particulier avec leur père. C'est le cas de Teddy, qui s'est fait maltraiter par son père. C'est le cas de Chris, qui a un rapport assez complexe avec son père, qui est parti à la guerre et qui est revenu un petit peu amoindri. Et Chris garde un rapport très complexe avec lui. Et également le personnage de Gordon, le personnage principal, qui explique dans la nouvelle que son frère est décédé quelques années avant et qu'il est, lui, le fils invisible. Au bout d'un moment, il dit « Mes parents avaient perdu leur fils unique ». Tout de suite, les personnages ils sont liés par un truc malgré eux, qui est la famille dysfonctionnelle et ou juste le père violent. Donc comme tu dis, le jeune Ray Brower a disparu et Vern leur dit ce jour-là, alors qu'ils sont dans leur cabane dans les bois, là, les gars, je crois savoir où est le corps de Ray Brower. Et eux ils sont en mode, mais comment ça, comment tu l'as su? Et là Vern explique qu'en fait lui il s'est caché un matin, alors qu'il faisait je sais plus quoi d'ailleurs. Il cherchait une jarre, parce qu'en fait il avait caché des monnaies sous sa véranda, et du coup il avait pas dessiné de carte, donc il se retrouvait sous la véranda à creuser, et là il entend son frère parler avec un de ses potes. Et du coup, pour vous dépeindre le gosse, Gordon dit « Teddy Duchamp n'était pas très malin, mais Vern n'avait rien d'une lumière, pourtant Billy, son frère, était encore plus con. » Bref, le frère con comme un balai et son ami étaient en train d'évoquer la découverte du corps près d'une voie ferrée, dissimulée dans une zone boisée. Sauf que le corps bien arrangé, ils l'ont découvert alors qu'ils ont volé une bagnole. Autant dire que signaler le corps, c'est avouer le délit, donc ils décident de se taire pour ne pas se faire pincer. Vu qu'ils avaient volé la caisse, ils n'ont pas dévoilé où était le corps. Mais du coup, Vern s'est empressé d'aller voir ses potos et leur dire « mais faut qu'on y aille ». Donc les boys, ils vont débriefer petit à petit la route qu'aurait éventuellement pris ce fameux Ray Brower, donc la route de Back Harlow qui se termine par une rivière, et pour atteindre cet endroit-là, il est très fort probable qu'il ait longé une voie ferrée. Point info trafic sur les gamins. Dès le début, on voit émerger plusieurs divisions au sein du groupe d'amis. D'un côté, on a Teddy et Vern qui sont pas bien malins, et dont Gordon, avec son lexique d'enfant, se moque aussi un petit peu. Et puis, il y a Chris et Gordon. De Chris, Gordon dit « Les autres enviaient ma manière de battre, et tous ceux que je connaissais m'avaient demandé de leur montrer, sauf Chris. Je suppose qu'il était le seul à comprendre que c'était comme de distribuer des morceaux de Denis, et j'en avais si peu que je ne pouvais pas me permettre de les donner. » Gordon, lui, c'est un garçon un petit peu invisible, surtout depuis la mort de son frère, qui est venu... Donc là, on est en août, et c'est survenu en avril. Donc là, comme tu dis, ils sont pas tous pareils, les boys. Du coup, ils sont pas tous d'accord de la même manière. Genre, Chris est chaud, mais Vern, pas tant que ça, parce qu'il a peur que son frère lui retombe dessus. Finalement, les boys, ils vont se chercher des excuses. Ils disent que, tiens, on a trouvé un truc, ils vont faire croire qu'ils vont aller camper. Et ils décident d'y aller. Alors Gordy, il va rentrer chez lui, il retrouve son père en train d'arroser son, je cite, jardin dévasté. Je cite l'auteur, il avait perdu un fils en avril et un jardin en août. J'aime bien ce truc-là, je trouve que le monde des adultes, c'est un espèce de monde de désolation dans ce livre. Tu vois, on est focus que sur les enfants, et à chaque fois qu'on va voir les adultes, c'est forcément pour un truc, un monde désolé. D'ailleurs, on voit quasiment jamais les adultes de l'histoire. Non, dans l'œuvre de King, les adultes sont là soit pour rappeler l'enfance et rappeler un truc qui a été perdu. C'est ce qu'on va voir après un peu quand Gordon grandit et qu'il est sous la douche et qu'il dit « mais à ce moment-là, je me rapproche de l'enfant que j'ai été ouais. ». Mais c'est vrai qu'ils sont très très peu présents, ou alors quand ils le sont, notamment dans ses dernières œuvres, ce sont des adultes qui sont toujours en phase avec leur enfance. Enfin, ce ne sont pas des adultes au sens qu'on va les trouver dans le reste de la littérature. Ouais, mais ouais, en tout cas là, c'est assez flag. Il y a quelque chose de vraiment presque post-apo, là je trouve dans le monde des adultes, tu vois, la tristesse du quotidien qui est finalement un peu post-apo, une post-apo du quotidien, quoi.
Bon, en tout cas, Gordy lui dit qu'il va camper. Je vais camper, nanana. Le daron, il s'en balèque un peu. Après, il le reprend un peu sur ses fréquentations, en disant tu fréquentes qui? C'est qui ce Chris, machin. Gordy, entre-temps, il repense parfois à son frère. Ça revient plusieurs fois dans le récit. Il repense parfois à son frère. Ça m'a fait penser à Salinger, encore une fois. C'est ce truc-là de l'ombre un peu du frère. Même si c'est pas extrêmement présent dans cette histoire, il y a quand même un peu ça. Ouais. Et pour parler du fait que ce soit un gamin qui soit complètement laissé pour cause, il y a 2 citations. Sa mère n'était pas là, partie à Boston pour un concert. Je cite « Une grande habituée des concerts, ma vieille, et pourquoi pas? Son fils unique était mort et il fallait qu'elle se change les idées. » Et ensuite « Pour papa et maman, un don de Dieu leur avait suffi. Je ne dirais pas qu'ils m'ont maltraité, et c'est sûr qu'ils ne m'ont jamais battu, mais j'ai été une sacrée surprise. Et je crois qu'à 40 ans, on aime moins les surprises qu'à 20 ans. » Voilà. Ouais. Et il dit ça de sa voix d'enfant. C'est Ouais, mais c'est très Salinger, ça, je trouve, comme truc. La position plus que la prose, le fond plus que la forme. Et alors, le récit s'interrompt brutalement ici, parce qu'on a affaire tout de suite à une nouvelle écrite par le narrateur. Et donc, en fait, il y a dans cette histoire des récits dans le récit. En fait, là, on a un texte écrit par le personnage principal, ce qui renforce l'aspect un peu alter ego avec Stephen King. Et on comprend qu'en fait, cette nouvelle-là a été publiée par Gordon Lachance en 1970. Ce récit secondaire met en scène Chico, adolescent hanté par la mort de son frère Johnny, dont il impute la responsabilité à son père et à sa belle-mère, cette dernière ayant abusé de l'aîné. La fuite de Johnny vers un travail périlleux qui lui coûtera la vie agit comme un écho thématique au traumatisme familial de Gordy. Cette mise en abîme littéraire révèle la manière dont l'écriture permet au narrateur de retravailler son propre passé. Très très bonne nouvelle en plus, donc elle est très bien écrite, elle est très crue, parce que oui, jusqu'à présent les garçons ont un langage qui est un langage vulgaire, mais qu'on peut imputer tout à fait à l'enfance. Et d'un coup, alors qu'on est toujours au début de la nouvelle, on a une nouvelle vision de Gordon, qui est une vision que Gordon a alors qu'il est plus âgé, avec une prose piquante, et surtout, donc ça fait écho au chapitre précédent, où il décrit l'indifférence de ses parents avec toute son amertume d'enfant. Et là, il contemple la même indifférence, mais avec la puissance de la voix d'un auteur. Et là, je cite « Saleté de mois de mars, tu n'es qu'une vieille pute, pense Chico. Mars, tu es sale, saoule, les seins flasques et la pluie dans la gueule. » Et donc là, je me suis vraiment fait kiffer. Donc on a de l'intertextualité, mise en abîme, tout ça. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que le passage que je viens de citer, c'est un hypallage. En fait, tout l'énoncé est attribué au mois de mars, alors qu'il est normalement attribué au véritable objet de la description, c'est-à-dire la vieille. Enfin, la fille, elle est pas vieille, mais voilà... qui voit dans le reflet de la vitre, et du coup, King utilise la mise en abîme pour apporter plus de relief et surtout créer un espace de réflexion littéraire, donc tangible, et dans cet espace, il indique les clés de lecture en utilisant l'hypallage comme figure de style, en disant, mais en fait, j'ai juste décalé l'objet de mon énoncé, mais c'est comme ça qu'il faut traiter en miroir. Ok, ah ouais. Pétard, intéressant. T'as bien fait de te pencher sur la nouvelle. En fait, cette citation, je l'ai trouvée trop bien écrite et je me suis dit, mais attends, il parle du mois de mars, mais le mois de mars, j'ai jamais vu les seins flasques à mars. Alors autant la pluie, oui, on se l'est tapé tout ce mois-ci. Et en fait, comme il regarde à travers une vitre et en plus, t'as toute cette image du reflet et tout. Ah, j'avais pas pensé. C'est malin, ouais, putain. Ok, trop intéressant. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que sur le chapitre d'après, du coup, Gordy revient sur cette nouvelle avec un œil un peu critique aussi. Tu vois, il va dire que c'est une œuvre de jeunesse. C'est vrai que c'est une œuvre des années 70. Et là, ce que j'ai également adoré, ça c'est un truc que j'aime bien dans les livres, et finalement, ça se fait pas tant que ça. Enfin, j'aime bien quand la narration se souvient quel est le passé d'un présent. Je sais pas comment dire. Mais en fait, on comprend que ce narrateur, s'il raconte cette histoire au passé, comme quasiment toutes les narrations là, c'est parce que lui, il est dans un présent. Et qu'entre cette histoire et lui aujourd'hui qui nous raconte l'histoire, le corps, ce body, il a eu toute une vie. Il a été auteur, il a publié des trucs, tu vois. Et je trouve ça malin, ça donne vraiment du corps à la narration. Tu te dis, c'est pas juste un narrateur lambda qui me raconte un truc. C'est un personnage qui a été jeune, qui nous raconte sa jeunesse, mais entre-temps, il s'est passé des trucs, tu vois. Je cite, au sujet de la nouvelle, « C'est la première fois que j'ai introduit les endroits que je connaissais et les sentiments que j'éprouvais réellement dans une œuvre de fiction. » Donc là, je me dis, il y a même une mise en abîme dans la mise en abîme. Gordy, c'est King, et les deux, voilà, on fait une mise en abîme. C'est malin. Oui. Et c'est surtout que c'est pas la seule trace d'intertextualité.
Après, c'est trop fun. J'adore vraiment les petits cailloux que laisse King des fois. Mais c'est cool, hein. Franchement, je trouve ça cool. Et en même temps, c'est ludique. Je trouve que c'est pas trop... C'est dans ta gueule, mais en même temps, c'est chill, tu vois, parce que ça pourrait être aussi très dur à lire. Enfin, pas très dur à lire, mais dans le sens, ça pourrait être un peu, entre guillemets, plombant de commencer une histoire et d'un coup, t'as une nouvelle, tu sais, qui sort de nulle part, qui prend son temps. Ouais. Et pourtant, là, ça marche. Et il y va, en plus, il y va franco, tu vois, c'est pas une nouvelle qui dure 2 pages. C'est une vraie nouvelle dans le livre, tu vois. Oui. Il a pas peur de nous la mettre dans la gueule dès le début, et ça a du sens, et ça marche. Et je trouve qu'il a aussi très bien dosé entre le champ lexical de l'enfance et d'un coup cette nouvelle qui a toute une autre construction narrative. Ouais. Tu vois, tu sens que tu as une vraie rupture narrative entre les deux, et c'est pas facile à faire. Oui, c'est clair. Et juste la forme, où en fait tu as une narration qui est vraiment narration avec assez peu de dialogue, et là la nouvelle qui, au contraire, est quasiment uniquement rythmée par le dialogue. Bon, bah, c'est très cool, quoi. Bon, bah, on est de retour en 1960. Gordy prend une couverture, du fric, et il part de chez lui. Il retrouve Chris. Et là, Chris, il lui dit, bah, vas-y, suis-moi. Ok, il le suit dans une petite ruelle et tout. Et il dit, V. Et de son sac, il sort un gun. Gordy, il est en mode... il est un peu choc-barre. Il est en mode, mais attends, pourquoi t'as pris un flingue? Chris dit qu'il l'a volé à son père. L'ivrogne, comme il l'appelle. Voilà. L'alcoolisme aussi, hein, je vois, blague à part, alcoolisme, c'est un sujet qui revient aussi souvent chez Stephen King. Les deux vont de pair d'ailleurs, voilà, les pères violents et l'alcool. Gordon, il lui dit, mais il est chargé. Chris, il dit, non, t'inquiète. Gordy, il le prend dans les mains. En fait, s'il était chargé, il a tiré une balle à blanc, il est tétanisé. Chris, il est mort de rire, il fait, bon, allez, vas-y, viens. Ils se barrent tous les deux avant qu'ils se fassent choper par des gens. Et en fait, dès le début, je trouve qu'on a un peu cette tension chez les gamins. Et il faut aussi qu'on se rappelle que cette tension, moi, je la trouve très vraisemblable. Parce que, alors déjà, cette sorte de quête initiatique, enfin, ils ont 13 ans, ils partent à la recherche d'un corps. Ouais. C'est un peu... le gamin, on sait pas ce qui lui est arrivé. Probablement, il s'est pris un train. Probablement pas. Ouais. On ne sait pas. Ils sont armés. Ils ont tous menti à leurs parents. Leurs parents, faut voir aussi qui c'est, hein, parce qu'on est sur les raclures de bidets de la ville, ou peu ou prou. Ils vont dormir dehors. Ils ont peur du noir. Complètement, hein, il le dit. Teddy ne l'aurait jamais avoué parce qu'il est petit, tout ça, mais comme Chris le dit, tout va bien. Et encore une fois, ils partent en quête d'un Maccabée. Ouais, la quête elle-même, elle est quand même assez étrange, quoi. Assez étrange. Voilà. Donc en fait, après, ils partent tous les deux, ils retrouvent Vern et Teddy. Donc Chris, il est toujours MDR du gun. Vern leur dit qu'il a bien monté la tente dans le pré, pas loin de sa maison, là, pour faire croire... Enfin, il fait un leurre à ses parents, en disant, voilà, on va camper, mais voilà. Et puis, ils partent donc à l'aventure, en direction de la voie ferrée. Donc, il y a des difficultés. Évidemment, ils ont 13 ans, ils n'ont pas pensé à tout. D'abord, ils doivent se procurer des vivres. Aucun d'eux n'y a pensé. Et ils sont, au fur et à mesure, confrontés à des signes que Gordy interprète comme de possibles présages funestes. Marrant pour quelqu'un qui s'appelle La Chance. Ils marchent le long des rails, donc forcément, il y a un train. C'est très marrant cette situation où Gordy met la main sur les rails chauds et qui sent le tremblement du rail. Ouais. Et cette arrivée du train en soi, elle change rien ou presque à l'histoire, mais ça illustre bien la connerie de Teddy qui s'amuse à corrida train. Alors corrida train, qu'est-ce que c'est ? C'est éviter le train au dernier moment. Voilà, c'est une passion comme une autre. Normalement, Teddy fait ça avec les 33 tonnes. Gordon, lui, il est un petit peu plus malin, heureusement, parce que lui, il le tire en sécurité sur le talus. Et Teddy, qui voulait jouer à corrida train, il s'énerve et il lui met plusieurs coups de poing, avec une violence d'ailleurs qui est très surprenante, parce que jusque-là, Teddy, c'est juste un petit merdeux, qui n'entend presque pas, qui ne voit pas beaucoup, enfin, il a un appareil auditif, il a les lunettes, il est pas bien méchant, il est vraiment pas très très intelligent, il est même un petit peu peureux, donc d'où surgit cette violence, on sait pas trop. Et Chris est obligé de le choper à bras-le-corps pour le calmer. Le train passe, les 4 arrivent à redescendre la tension, et décident de repartir. Et le prochain step dans ce trek, c'est une décharge. À ce moment-là, on a retrouvé une sorte d'insouciance un petit peu juvénile. On voit que l'attention, ça reste des enfants, donc en fait là, il y a quand même le jeu qui reprend le pas. J'ai pas noté exactement les citations, mais
Par exemple, quand ils arrivent à la décharge, il y a Verne qui dit parachutiste, sautez. Enfin, il y a ce truc un peu du jeu quand même, emprunt aussi d'un lexique un peu guerrier, militaire. Tu vois, un peu, ils s'amusent à ça, ils jouent à la guerre un peu parfois. Ils vont remplir leur gourde à la pompe. Le narrateur revient sur la déchetterie, il en parle, il la compare un peu à une peinture surréaliste. Et il évoque également Pressman, le gardien, et Chopper, qui est son chien, qui est une légende a priori dans le quartier, qui serait un chien extrêmement dangereux. Sauf qu'il y a un côté intéressant sur cette pause à la déchetterie, il y a un côté un peu Odyssée de poche, tu vois, avec le récit qui se plaît à alterner des péripéties, le train, la bagarre, et les passages un peu contemplatifs, où d'un coup on arrive, la tension on s'arrête. C'est un système toujours aussi efficace, tu vois, c'est vague dans les narrations, tu vois, genre la pause, on reprend une tension, voilà. Et là, le fait qu'on parle du gardien et du chien, ça met la puce à l'oreille de se dire, attends, c'est sûrement un setup, il va y avoir un payoff, on va peut-être les voir. Ils arrivent. Il y a quand même ni le mec ni le chien, donc ils s'amusent, ils passent du temps là. Je cite un passage que j'ai trouvé très beau. C'est vraiment un bon moment, a tout simplement dit Verne. Et il ne parlait pas seulement d'être entré en fraude dans la décharge, d'avoir embrouillé nos parents et suivi les rails au plus profond de la forêt. Il parlait de tout ça, mais il me semble maintenant qu'il s'agissait d'autre chose. Et que nous le savions tous. Nous savions exactement qui nous étions et où nous allions. C'était génial. Je trouve que là, c'est un beau passage qui évoque l'initiation. Tu vois, un petit peu enfin débarrassés de leurs parents, ils comprennent qu'ils sont déjà en train de se construire eux. Je trouve que c'est un très beau passage qui en dit long sur l'histoire, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour revenir à la déchetterie, toutes celles et ceux qui ont déjà lu le cas savent sûrement où on va aller, puisqu'il dit, je cite, « Chopper était le plus redouté de Castle Rock, du moins jusqu'à ce que Cujo, le chien de Joe Camber, attrape la rage 20 ans plus tard. » Et Cujo, c'est qui ? C'est le chien du roman d'horreur éponyme du King, intertextualité. J'ai même pas tilté. Toutes ces œuvres sont reliées à Revival Joyland. T'as dans la trilogie avec Bill Hodge, dans le premier Monsieur Mercedes, dans la voiture, il a un masque avec le clown et ça fait penser à ça et ils le disent en fait à chaque fois. Et à chaque fois, ils se citent, c'est très très marrant. Il y a des jeux comme ça et il y a des jeux entre Stephen King et Richard Brackman, qui est l'autre nom de King. Et des fois, les deux auteurs, enfin ces deux personas en soi, se répondent et je trouve ça super fun. D'accord, j'avais même pas tilté Cujo, je l'ai lu parce que tout est interconnecté un petit peu dans son univers. Il y a aussi un univers connecté au global. Oui. Alors ça, j'ai pas lu. Il y a vraiment un multiverse du King. La Tour Sombre, ça j'ai jamais lu, mais Tour Sombre c'est une espèce de pilier central en fait, au lore général. Exactement, et en fait c'est vraiment le pilier central et tout va se jouer et les gens vont des fois dans des romans indépendants entrer dans l'univers de la Tour Sombre ou entrer dans un autre univers mais qui fait partie et qui est régi par exactement les mêmes lois. Et ce sont des lois aussi qui sont des lois... par exemple, dans ça, on a la tortue, ce symbole de la tortue qui voit dès le début quand... Et ben en fait, la tortue, c'est un symbole que George et Bill voient lorsqu'ils font le bateau et qu'ils l'engraissent. Ils sont dans la cave et Bill lève la tête, il voit une petite tortue et bref, il passe à autre chose. Et quand ils sont à la fin du roman, qui se retrouvent tous dans la grotte, tu as la tortue qui est une sorte de divinité qui soutient le monde, etc. etc. Ah, peut-être. Attends. Et que Bill doit venir sauver. Et tout ça, c'est des lois qui sont régies par la Tour Sombre. Okay. Et à chaque fois, c'est comme ça. Dans Revival, le prêtre passe dans une des foires de Joyland. Enfin, c'est toujours comme ça. Et je pense que ça doit être génial pour un auteur de réussir à faire ça, de se faire un auto-puzzle en fait de ces trucs. Et lui, ça s'y prête parce qu'en plus, il est extrêmement prolifique. Oui. Donc en fait, il y a de la matière à mâcher en fait. Tu vois, même lui en tant qu'auteur, tu sais, pour garder un peu cette fougue créative, je pense que c'est cool de se créer ce gros rhizome en fait de connexion, de machin. Je trouve ça génial. Mais oui. Je trouve ça trop cool, trop joueur et assez inventif. Je reviens à l'histoire. Il tire à pile ou face pour savoir qui va faire des courses. Ça tombe sur Gordon. Gordon achète de la bouffe. Il s'engraine un peu avec l'épicier qui veut l'arnaquer. Il retourne à la décharge et quand il revient, la camionnette du gardien est là. Gordon se tire en courant, il passe devant le gardien de la décharge qui lâche le chien à ses trousses
parce que Gordon n'est pas censé se trouver là du tout. Et donc Gordon, il se met à courir, à perdre haleine. Il a un molosse sur les talons, un molosse qui est une légende. Et en fait, il se jette derrière la barrière juste avant que le chien ne le rattrape. Enfin, molosse, c'est pas un vrai terme d'ailleurs, hein, parce que finalement, c'est juste un chien, c'est juste un bâtard, comme il le nomme. Gordon s'écrase dans les gravats juste à côté de sa bande de copains qui se plient de rire. Gordon a été confronté au réel 2 fois. Une fois par sa cruauté, entre guillemets, genre l'arnaque de l'épicier. Bon, on n'est pas revenu dessus, mais voilà, il y a eu l'épicier, c'est de l'arnaque. La violence du gardien qui envoie quand même son chien aux trousses d'un jeune homme quand même. Et une autre fois par le côté fatalement essoré de toute magie du réel. Parce qu'en fait, il se retourne et le chien de légende, il est nul. Le chien, il est trop nul. Mais du coup, il y a ce truc un peu, ça fait partie de l'initiation, tu vois. Genre là, en gros, il a été confronté au réel. Et le réel, parfois, il est boring, quoi. Genre, ouais. Mais l'arnaque du mec de la supérette, je trouve qu'elle est trop smart. Le monsieur de la supérette, donc, il parle du frère de Gordon. Il dit oui, ton frère, machin, les yeux un peu larmoyants, machin. Et Gordon l'écoute. Évidemment, on parle de son frère, il est un peu triste. Et juste là, il voit que le mec de la supérette a appuyé son doigt sur la balance pour faire payer plus cher la viande qui servira au burger. Donc, il lui dit ah, monsieur, attention, vous avez le pouce. Le mec dit ah, pardon, pas de souci. Et après, il fait ses comptes et il dit oui, donc ça fait tant. Et Gordon, il dit non, là, vous avez beaucoup trop. Et dit tu fais le malin, toi, ton frère était pas comme ça. et voilà, et je trouve que c'est encore plus dur parce qu'on a parlé de son frère juste avant et que c'était censé l'attendrir un peu. Il a fait la prise d'otage morale un peu. Puis après, une fois qu'ils sont passés derrière la barre, du coup tout le monde se moque du chien. Pressman, le gardien, bon, il les engraine et tout, eux ils s'en foutent. Au bout d'un moment, il finit par menacer Teddy d'envoyer une lettre pour l'envoyer au tribunal. Ça les calme un peu tous. Hein. Là, j'ai marqué encore un face-à-face avec le réel. Lol. Ça commence à parler tribunal, les mots parents, les mecs, ils se calment un peu. Puis le gardien s'en prend au père de Teddy, et celui-ci va commencer un peu à s'énerver comme un fou. Teddy, qui, comme tu dis, c'était le bout en train un petit peu, et en fait, il a un fond un peu violent quand même, Teddy. Gordy le retient de pas faire une connerie, hein, ils finissent par s'en aller tous. Plus loin, sur la route, Teddy, il fond en larmes, profondément touché par ce qui vient de se passer. Les boys le consolent, ils reprennent la route et arrivent à la rivière. Castle, elle s'appelle. Ils s'aventurent du coup sur une petite passerelle qui traverse la rivière. Évidemment, passerelle, il n'y a que les rails dessus, hein, donc ils sont en mode « oulala, on la prend ou pas ?» Parce que s'il y a un train, on est DDoS. Teddy propose de se pendre à la passerelle s'il y a un train. Bon, c'est un petit peu osé, surtout que la passerelle est du coup a priori assez haute sur la rivière, donc c'est quand même flippant. Et là, du coup, il y a tout un passage qui est assez cinématographique, qui est très cool et assez tendu, où en fait, les 4 vont traverser la passerelle petit à petit. Gordon a presque des visions un petit peu de mort, hein. Il revoit Ray Brower, je cite, « Une vision de Ray Brower, horriblement mutilé et projeté dans un fossé comme un sac de linge sale éventré, mais passé devant les yeux. Nous allions le rejoindre. On était invités à nos propres funérailles. » C'est pas la première fois qu'il reparle de Ray Brower et il en reparlera encore, mais même si c'est une nouvelle pas du tout fantastique, je trouve que quand même l'évocation fréquente de Ray Brower, il y a un petit côté qui rappelle quand même l'horreur, tu vois, un truc un peu fantomatique finalement. Ce Ray Brower, on sait rien dessus, mais le fait qu'il revienne si souvent dans la tête de Gordon, il y a quelque chose d'un petit peu sombre. Et puis soudain, évidemment, ils entendent un train, quoi. Donc, panique attaque. AJMM, autre jour, même merde. Intertextualité au king. C'est ça. Bon, les 4 se mettent à paniquer, ils pressent le pas, le train arrive, la sirène hurle derrière eux, et puis à la fin, alors Chris et Teddy étaient devant, donc eux ils s'en sortent tranquilles, et Gordy et Vern ils sautent sur la terre ferme pour échapper in extremis au train. Le train passe, ils sont en mode ok, on boit un coca, on se pose. Alors qu'ils sont assis à siroter leur coca tiède, Chris encourage Gordy à raconter son histoire. Pas une histoire d'horreur, cela dit, une histoire marrante qui n'est pas complètement écrite et qui s'appelle La revanche de Gros Cul Hogan, qui parle d'un gosse que personne n'aime et avant un concours de mangeurs de tartes, Hogan se met à réfléchir à ce qu'il pourrait faire, puisque tout le monde s'attend à ce qu'il participe à ce concours. Hogan est gros, tout le monde se moque de lui, il se fait bully par tout le monde.
Mais le gamin, il continue de réfléchir à un truc. Les gars de la ville parient sur le meilleur, ils évaluent les chances. Hogan est coté à 7 contre 1 en raison de son âge. Et là, il se met à manger comme un obsédé, l'estomac lourd et plein d'huile de ricin, avalé plus tôt dans l'après-midi. Là, le gamin, il se gave, il se lève, les dents bleues de mur, et il se met à vomir sur Travis, qui est son concurrent. L'autre se met à vomir sur la femme du maire, qui se tourne vers sa meilleure amie et lui vomit dessus. Et comme des dominos, tous se mettent à vomir sur le voisin, qui vomit à son tour sur la voisine, et ainsi de suite. Et gros Lars Hogan, tout sourire, s'empare du micro et déclare « Je prononce match nul ». Et cette nouvelle, c'est vraiment la révélation en tant que, lui, enfant, de son talent. Mais l'accueil est mitigé de la part de ses copains. Autant ils ont beaucoup apprécié cette nouvelle, autant le fait que gros Lars Hogan rentre juste chez lui et s'étende sur le lit, pour eux, ça manque un peu de piquant. Et on note que quand on a lu du coup la vraie nouvelle en entier, elle a été publiée en 1975, et j'ai fait un petit parallèle. La date de publication match quasiment avec la date de publication de Carrie, qui est également une histoire de harcèlement et de vengeance. Je trouve que là aussi, il y a un pont. Ouais, et grave. avec du liquide aussi, tu vois, le sang, le vomi. C'est un peu cette même histoire, quoi. Bon, il a raconté cette histoire et ils sont arrivés à Harlow. Les rails, à partir de maintenant, s'enfoncent dans la forêt. Récit is going, tout s'assombrir un petit peu. Hein. Ils s'enfoncent dans les bois, ils marchent, ils parlent de tout et de rien, de leur avenir, de leur appréhension de la rentrée, des trucs comme ça un peu de jeunes, mais à la fois de jeunes adultes déjà, à l'idée qu'ils seront séparés dans des classes différentes. Et je trouve que petit à petit, les conversations se font de plus en plus profondes. Et la nuit approchant, ils décident de camper. Donc les boys, ils sont lessivés, ils font un feu, ils font cuire de la viande, ils s'assoient, ils fument des clopes. Au moment de se coucher, Gordy repense au corps seul de Ray Brower, et ça la triste. Petite ellipse. Et Gordy se réveille en pleine nuit, il recouvre ses esprits, et ses 3 potes sont à côté, et il semble super stressé. Alors, il a fait un cauchemar, Gordy d'ailleurs, où il voyait ses potes morts, d'ailleurs, il voyait Vern et Teddy morts. Et alors là, il voit ses 3 potes complètement flippés, quoi. Ne le laissez pas me prendre, il dit Vern, Chris, il dit ferme-la. Et Gordy, la mode, mais qu'est pas ça? Et puis il entend un énorme cri venir de la forêt. Alors là, tout de suite, leur imagination juvénile se met en branle. Hein. Ils disent c'est le fantôme de Brower. Teddy, toujours aussi fifou, il dit je vais aller voir. Et je termine juste en citant la description du cri que fait l'auteur. Le hurlement a escaladé les octaves avec une facilité dingue, atteint finalement un plateau glacé, vitrifié, où il a plané un moment avant de redescendre en spirale et de disparaître dans un registre impossible, la basse d'une abeille gigantesque. Puis il y a eu comme une explosion de rire dément, et le silence est revenu. J'aime bien, je trouve que quand il faut jouer avec le concept de peur, King il a toujours les armes, tu vois, parce que c'est un passage qui est très simple, mais quand même un petit peu créatif dans le phrasé, tu vois. C'est cool. Bon bref, ils se chient tous dessus, quoi. Ils finissent la nuit à faire des tours de garde parce qu'ils ont peur, quoi. Et moi, je voulais juste revenir sur la conversation qui s'engageait entre Chris et Gordy, parce que je trouve que c'est un moment qui est extrêmement beau. Donc, les deux parlent, comme tu l'as dit, de leur avenir, et ils évoquent les déterminismes sociaux qui pèsent sur eux. Chris, il exprime son pessimisme quant à ses propres perspectives. Il est entravé par sa réputation, par son origine familiale, et il exhorte Gordy à poursuivre ses ambitions intellectuelles et à s'extraire de leur milieu, même si ça implique la dissolution de leur amitié. Et il dit « Tes histoires, ça me dépasse, mec. C'est comme si tu pouvais en raconter 1 million et qu'il y en avait autant derrière. C'est comme si Dieu t'avait fait un don, toutes ces histoires que tu peux inventer, et qu'il t'avait dit « Voilà ce qu'on a pour toi, môme. Essaye de pas le perdre. Mais les mômes perdent n'importe quoi quand il n'y a pas quelqu'un pour veiller sur eux. Et si tes parents sont trop baisés pour le faire, alors ce devrait être moi. » Et je trouve que c'est juste un merveilleux moment, parce que c'est un gamin qui a 13 ans et qui a cette vision déjà, tout le déterminisme social, on l'a souvent dans l'œuvre du King, mais je trouve que c'est très bien écrit et que c'est une belle manière d'encourager l'écriture. Ouais. Et juste d'un point de vue personnage, j'aime bien le fait que Chris se révèle un peu comme ça, parce qu'on voit dans ces 4 potes, dans ces 4 personnages, que finalement Vern et Teddy, ils sont un peu secondaires finalement. Chris, très vite, prend le pas et on sent que c'est un personnage déjà plus mature que les autres, ou du moins aussi mature que le personnage principal, alors que les 2 autres, c'est un peu... Vern, c'est un espèce de peureux, et Teddy, il est zinzin. Mais Chris,
il a déjà des petits éclairs comme ça de lucidité assez adulte. Au petit matin, ils se réveillent, ils sont tous un peu canés parce qu'ils ont eu peur toute la nuit. Gordy, il va quand même kiffer le lever de soleil sur les rails dans son coin, et puis là, il croise la route d'un cerf. On comprend que le cri était le brame du cerf, et le narrateur l'évoque comme étant un des plus beaux moments de sa vie, un des plus beaux souvenirs. En contraste d'ailleurs avec tous les mauvais souvenirs qu'il a eu depuis. Encore une fois, j'aime bien ce truc de se dire que il y a une vie entre le moment où le narrateur nous raconte ça et l'histoire qu'il nous raconte. Le lendemain, les épreuves physiques se multiplient. L'équipée sauvage trouve une petite mare avec de l'eau claire et fraîche dans laquelle ils se jettent, se bousculent et nagent jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils sont couverts de sangsues grasses et grises qu'ils arrachent de leurs cuisses. La scène est grotesque, ils sortent de l'eau en courant, ils s'arrachent les sangsues. Ils arrivent à s'en débarrasser jusqu'à ce que Gordy regarde son sexe et il voit une énorme sangsue accrochée à ses testicules, devenue violette et bien agrippée. Il se tourne vers Chris, il lui demande de l'aider et Chris de dégoût se met à vomir. Et il y a quelque chose en Gordon qui se brise et là il se dit c'est la dernière, faut que j'arrive. Il chope la sangsue entre ses doigts et le corps informe, mou et gluant lui éclate dans la main, inondant son poignet de son propre sang encore chaud. Vision d'horreur. Ouais, le passage, il est fort. Ce que j'aimais également avec ce passage, c'est qu'on retrouve encore ce truc, je vais encore me répéter sur le passé, le présent, le machin, mais c'est que dans le présent des enfants, cette péripétie des sangsues, c'est la terreur absolue. Ça hurle, ils se les arrachent, ça saigne, c'est vraiment écrit comme une scène d'horreur premier degré pour eux, mais j'aime bien qu'il y ait cette distance du narrateur qui dit à un moment, depuis, j'ai bien compris que les sangsues d'eau douce, il n'y avait aucun risque, tu vois, c'est pas dangereux, en fait, tu vois. Et j'ai trouvé ça cool, tu vois, de me dire que, il y a quand même un mec, l'auteur a engrangé du savoir depuis. Mais par contre, quand ils sont enfants, c'est une scène d'horreur. Mais quand il se penche et qu'il dit ça y est, c'est fini, et là il regarde la sangsue, et en plus elle est trop bien décrite parce qu'il dit qu'elle est devenue violette, aubergine à cause du sang gorgé, et il a ce petit côté de ce splash mou lorsqu'elle éclate comme un fruit mûr. Ah, c'était juste dégoûtant. Ouais, je pense que s'il y a ce kiff il s'est dit, tiens, je vais mettre un moment un peu gross, un peu dégueu, dans cette histoire. Donc il a trop kiffé à l'écrit. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, c'est juste une péripétie parmi d'autres, tu vois, ça fait partie de l'Odyssée, entre guillemets. Bon, ils se rhabillent et ils repartent le long des rails. Le Gordy fait un malaise, les poteaux le ramènent à la lumière, voilà. Et puis le trek commence à être long, Les rails serpentent les collines et les boys commencent à fatiguer. Et il y a également mon chien qui commence à aboyer. On est bientôt à la fin de l'histoire, Pichi, tu sais ça. Offensive side eye. Criminal offensive side eye. Qui se disent, mais putain, pourquoi on n'y est pas allé en stop? Et là, je cite un passage que j'ai trouvé intéressant. Le narrateur se dit, chaque événement fondateur comporte un rituel, des rites de passage, le couloir magique où il s'opère. Notre couloir, c'était ces rails jumeaux. Je trouve ça cool, ce truc-là, de se dire que, effectivement, je reviendrai peut-être après dessus, mais dans un récit initiatique et dans un truc initiatique dans sa vie, parfois, il y a juste, il y a une route très précise. Tu vois, et là, eux, c'est leur cas. Les boys, ils continuent, ils fatiguent, ils ont des ampoules, le ciel se couvre, se fait menaçant, et là, ils voient enfin le deuxième et dernier cours d'eau qui les sépare de la destination. Ils arrivent et d'un coup, il y a Vern qui crie « Il est là, il est juste là, je le vois ». Je cite « Je revois Vern à cet instant précis chaque fois que j'en ai envie. Il me suffit de m'asseoir 1 minute et de fermer les yeux. » Et ce qui est terrible, c'est qu'il dit aussi « J'aurais préféré voir le corps en entier plutôt que cette main blanche à laquelle était relié le corps. » Exactement, parce qu'effectivement, on voit pas le corps, mais il y a juste une main qui dépasse des ronces. Et voilà, ils sont arrivés à leur destination. Ray Brower, c'est une main qui dépasse de ronces, quoi. Donc le temps, il s'arrête. Et j'avais pris la même citation que toi, effectivement. Là, quelque part, rattaché à cette main, se trouvaient les restes de Ray Brower. La pluie se met à tomber, les 4 sont figés, et puis ils finissent par descendre jusqu'au corps. Ils trouvent ses baskets à côté. Ça aussi, s'il y a un passage où vraiment l'auteur prend conscience de la violence qu'a pu avoir le choc, ça le calme aussi sur cette notion de mortalité. Se dire, ah ouais, il y a cette physicalité de la mortalité, tu vois, juste un enfant qui est mort et ses chaussures ont été projetées. Il y a un truc très concret que tu peux pas imaginer, tu sais, qui est juste très réel. Du coup, Gordy prend conscience de ce qu'il a sous les yeux, un enfant qui se réveillera plus jamais. Et c'est à ce même moment qu'une voiture arrive, et c'est la voiture de Ace et
Billy. L'arrivée d'une bande de garçons plus âgés, menée par Ace Merrill, introduit une dynamique de violence et de domination. Ace en appelle au bon sens de Gordon, en lui disant c'est nous qui avons le corps, parce que eux aussi sont venus pour se faire valoir et se faire un peu mousser auprès de la population en disant c'est nous qui avons trouvé le corps. Bref, une sorte de querelle commence autour de qui va ramener le corps. Et Ace, du coup, on appelle au bon sens de Gordon, mais ce con, il faut qu'il parle de Denis. T'es comme ton frère, t'as un peu de bon sens, sauf que fallait pas faire ça. Gordon s'énerve et se met à l'invectiver. Un de ses grands sort un cran d'arrêt de sa poche, il enclenche le mécanisme, on a la lame qui sort, et là, chaque clan se met vraiment en position, prêt à se battre, sous l'orage, et l'œil immobile du mort, probablement écrasé par un train. Et l'œil du mort, c'est quelque chose qui, dans cette scène, est omniprésent. C'est-à-dire qu'on a un œil légèrement renversé lorsqu'ils arrivent, on voit qu'une partie de la pupille, et c'est à ce moment-là, à mon sens, on sent un peu poindre la patte fantastique du King, parce qu'on a l'impression que les yeux bougent et qu'il regarde la scène, et que même lui se demande pourquoi il est l'objet de cette querelle. Querelle absurde, en plus. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et Chris, qui veut backup son pote, va ressortir le gun et il va tirer une balle en l'air. Ace, il le menace, il lui dit pose ça. Chris ne se dégonfle pas. Et Ace va finir par se calmer, tenu en joue par l'inflexibilité de Chris. Donc Chris, il est en mode vas-y, montez dans votre caisse et barrez-vous, la team. Et Ace et les autres bullies, là, ils lui font comprendre qu'ils le dérouilleront plus tard, en mode je te tuerai pour ça. Chris l'insulte toujours, il en a rien à foutre. La grêle se met à tomber. En fait, il y a un côté un petit peu Mexican standoff, ce truc un peu de... tout le monde se tient en joue, à la fois par des insultes et des armes. Gordy reste aux côtés de son poteau, et les brutes finissent par s'en aller. Les 4 se regroupent, et Chris, à bout de nerfs, ils fond en larmes, sous le regard vide de Ray Brower, encore une fois, qui a vu toute la scène. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, tu dis que Gordon reste à côté de Chris, mais c'est parce que dès que l'orage éclate, Vern, c'est le premier à céder, il s'enfuit en courant et en hurlant, et pas très loin après, on a Teddy qui le rejoint, et du coup, t'as presque tous les grands, et ils sont 2 gamins à tenir tête. Ok, ils sont armés, mais on a une puissance à côté de menace qui est folle. Et du coup, ils arrivent à les faire s'incliner. Et du coup, quand ils se rejoignent, il y a vraiment une sorte de désenchantement progressif. Entre les 4, ça commence à se déchirer. Déjà en raison du manque de courage de Teddy et de Vern, mais ça chauffe aussi entre Chris et Gordon. C'est-à-dire que Chris tape Gordon, mais parce qu'ils sont pas d'accord. Chris veut ramener le corps, mais Gordon dit mais non, mais parce qu'ils vont mentir, ça va nous retomber dessus, on va finir en tôle, etc. Et très très beau passage aussi sur l'œil du Maccabée, c'est-à-dire que les grêlons sont entrés dans ses orbites, et du coup ils ont légèrement fondu, ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils pleurent. C'est la 2e fois que quelque chose sort du corps du mort, puisque lorsqu'ils arrivent, il y a un scarabée qui sort de sa bouche. Et là, c'est les larmes qui coulent dans des yeux qui sont blancs, donc on voit même plus les iris et tout. Très très beau passage. Gordon, Chris et la team, là, ils sont en mode ok, du coup, on ramène pas le corps, on veut pas de problème, on va quand même dire qu'on est allé camper, fin de l'histoire, on n'en parlera à personne. Ils se tournent une dernière fois vers Ray Brower, et puis ils s'en vont. Il y a ce truc anticlimatique de ouf aussi, quoi. Grave. Et en plus, ce qui est hyper violent, c'est-à-dire que Chris, il se met à pleurer, tous les autres, ils remontent sur les rails, ils réfléchissent et tout. Et Chris dit, bon ok, on prend pas le corps, c'est Gordon qui a raison. Et puis si on ramène le corps et qu'il nous arrive quoi que ce soit, tu pourras pas aller à l'armée, Teddy, parce que t'auras un casier. Et c'est un mensonge éhonté. Gordon le sait, Teddy et Vern pas du tout. Mais Gordon, pour appuyer le propos de Chris, il dit oui, complètement, tu pourras pas aller à l'armée, t'iras jamais. Et donc, pour pas se faire menacer par les autres, il retourne chercher les douilles. Parce qu'il a tiré 2 fois, et la 2e fois, il a tiré à 3 mètres dans des lascars. Et donc, ils vont retirer les douilles et ils sont... Sur le retour, le narrateur, il se questionne au sujet du mort encore, il gamberge. Il se dit, le conducteur du train ne l'avait-il pas vu ? Et puis, il repense aussi au seau qu'avait pris Ray Brower pour cueillir des mûres, a priori. Il se dit, mais où est ce seau ? J'aime bien ce truc un peu trivial de penser à des détails comme ça. Et il y a un bond dans le présent de l'auteur où le narrateur dit, j'aimerais bien retrouver ce seau. Il y a ce truc-là un peu
fétichisme d'objets, parce qu'en fait, il y a un truc qui est pas achevé avec cette histoire quand même. Ouais, parce que finalement, on reste sur un moment où, exactement comme dans la nouvelle qui est racontée, c'est pas fini. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il s'est pris le train ou pas. Parce On que ne saura pas. on saura jamais. Parce qu'en fait, ce qui le choque, lui, c'est qu'il soit pas défiguré comme s'il s'était pris un train. Ouais. Donc il dit peut-être que son cœur, il a juste arrêté de vivre. Comme des fois, on veut juste arrêter de vivre. Mais dans ce cas-là, pourquoi il a été déchaussé ? Dans ce cas-là, où est passé la jarre de mur ? Et s'il s'est pris le train, pourquoi il a juste une balafre ? Ouais. On sait pas. Et ça, c'est terrible parce que du coup, on est sur une ambiance où est-ce qu'il s'est fait choper par un train ou est-ce qu'il s'est fait choper par un adulte ? Ouais. On ne saura jamais. On saura jamais. Je trouve ça trop cool comme fin de récit, fin de quête, du moins pas de récit, mais fin de quête. Et au sujet de ce sceau et de ce narrateur qui aujourd'hui aimerait bien retrouver le sceau, je cite: Je verrai le métal me cligner de l'œil à travers la rouille, me renvoyer droit dans les yeux le clair soleil d'été, je l'arracherai au temps. Il y a cette envie, il y a cet inachevé, il y a cette envie de retrouver le sceau comme mettre un point à cette histoire. Donc en fait, tu te dis finalement, toute cette histoire n'évoque que l'inachevé, tu vois. Ils sont partis les mains vides, ils sont revenus les mains vides, ils n'ont sauvé personne. Brouwer était mort avant le récit, et le cadavre finalement n'est qu'un artefact d'une tragédie qu'on ne connaît pas. Et peut-être retrouver le sceau serait une manière de prolonger cette quête, de lui donner un sens ou un semblant de réponse. Les boys reviennent chez eux le lendemain, quoi. Ils se disent, on se voit à l'école, et puis Gordy et Chris, épuisés, se serrent la main. Intéressant qu'ils se serrent la main aussi, je trouve qu'il y a ce truc un peu adulte aussi. Tu vois, C'est comme un pacte à chaque Ouais. fois qu'ils scellent. Mais c'est vrai que la notion de pacte, elle est très très importante dans l'œuvre du King. Ouais, là, ça se trouve... Et oui, la notion de pacte entre jeunes qui vont faire face à l'adversité. Je pense au pacte de ça, Voilà, notamment. exactement, par exemple. J'en parlerai après, mais c'est vrai que là, on était sur du proto-ça, en fait. Au final, l'histoire n'est jamais su, ils vont tenir leur langue. Les tensions avec les adolescents plus âgés persistent, tandis que les trajectoires individuelles des 4 amis divergent. Gordon et Chris poursuivent des études avancées, s'éloignant de Vern et de Teddy. La conclusion rétrospective adopte le point de vue d'un Gordy adulte devenu écrivain reconnu. Le destin tragique de ses anciens compagnons, Vern périssant dans un incendie, Teddy dans un accident de voiture et Chris, malgré sa réussite académique, tué en tentant de mettre fin à une altercation, confère au récit une tonalité mélancolique. Dans tout ça, la mémoire de Chris, en particulier, suscite chez Gordy une émotion persistante. C'est surtout que Vern et Teddy, on comprend qu'ils ont pris, au fur et à mesure, position pour Ace. À la fin, ils font partie de son clan. Chris et Gordy sont les deux seuls à s'en éloigner, tandis que Vern et Teddy continuent le cercle de Castle Rock. Ouais. C'est-à-dire une sorte de, encore une fois, pression sociale, on fait comme les parents, et etc., etc. On devient des délinquants juvéniles, tels que on les menace à chaque fois. Milo, le gardien de la décharge, disait « Oui, vous êtes des délinquants, vous êtes des délinquants ». Pareil, le père de Gordon, en parler de délinquance juvénile, c'est ce qu'ils deviennent a posteriori. Et en fait, Chris s'en sort, mais on est vraiment sur un destin qui est tout à fait injuste, quoi. Et tragique. Et tragique. Le récit s'arrête avec Gordon qui, revenant sur ces lieux-là, a une pensée. Voilà, je cite la fin. J'ai pu voir la Castle. Castle, c'est le nom de la rivière. J'ai pu voir la Castle, un peu plus large, mais un peu plus propre que jadis, qui coule toujours sous le pont, reliant Castle Rock à Harlow. La passerelle a disparu, mais la rivière est toujours là. Moi aussi. C'est vraiment un beau récit. C'est un beau récit, ouais. C'est un super beau récit. Je trouve que Stephen King écrit particulièrement bien les étés. c'est une bonne take. Non, mais je sais pas comment toi t'imagines l'été américain, mais je pense que j'ai rêvé de l'été américain tel que Faulkner, etc. D'ailleurs, Faulkner est cité par King, mais de la manière dont il décrivent, c'est-à-dire une sorte
une chaleur de plomb, une route d'asphalte qui n'en finit plus, un coca tiède c'est une sorte de topos littéraire de l'été américain qu'on retrouve de Faulkner à Lana Del Rey, qui est vrai. Et en fait, je pense que c'est un été qu'on a tellement vu et auquel on est tellement coutumier que ça crée chez nous une espèce de nostalgie. Je n'ai jamais vécu l'été américain, mais je l'ai tellement lu, tellement entendu, tellement vu, que quelque part, j'ai été avec eux comme une enfant, me rappelant de ma vie d'enfant. Je vois ce que tu veux dire. Dans un passé révolu et complètement nostalgique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je trouve qu'il y a ce truc intéressant, parce que comme tu dis, il y a cet été un peu américain, archétypal, mais d'un autre côté, il y a ce truc quand même particulier, c'est le premier point qu'on peut dire, c'est Stephen King, tout se passe dans le Maine, et il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui parlent vraiment de ce bled-là, finalement. Et lui, par contre, tout le temps, je crois qu'il y a quasiment tous ses livres qui se passent dans le Maine, et du coup, c'est quand même aussi un peu particulier. On sent qu'il aime raconter, tu vois, la géographie de ce lieu-là. Les arbres, les animaux, les montagnes. Je trouve que dans son texte, on parlera souvent d'un espèce d'été quand même pas forcément ultra urbain. Il y a un truc quand même très nature, globalement. Parce que si on veut faire un tableau d'une image de quoi que ce soit, on pense beaucoup à des petites villes dans les montagnes. Il y a des arbres de partout, il y a des rivières. C'est ce qui donne une image si particulière à ce qu'il a écrit, et c'est ce qui a fait une partie de sa renommée. Je trouve que c'est ce truc très identifiable. Et la géographie elle-même est identifiable. Bien sûr. Autre point dont on peut parler, effectivement, on l'a teasé tout le long, mais le groupe de jeunes, donc ça c'est la Stephen Kingerie ultime, la Stephen Kingerie ultime, qui vraiment a pris son essor avec ça, plusieurs années plus tard. Du coup, ça a été écrit en 86, et ce texte-là a été écrit en 82, donc là on était dans le proto-ça, mais on avait déjà les mêmes codes. Ce groupe de jeunes qui se relie, qui fait entre guillemets un pacte pour faire face à l'adversité. Je voulais juste revenir sur ça, c'est intéressant, c'est qu'en fait, nous, encore aujourd'hui, alors qu'on est toujours abreuvé d'une forme de nostalgie des années 80, même si ça commence à se tarir, on vit avec cet héritage-là dans la narration, dans la pop culture un peu de ce groupe de jeunes, tu vois, les Stranger Things, les trucs comme ça, qui viennent de Stephen King, mais aussi de Spielberg, parce que Spielberg, dans les années 80, c'est aussi les Goonies, tu vois, c'est pareil. Le groupe de jeunes, c'est 86 d'ailleurs, Stand By Me, pareil. Mais que cet héritage-là, il vient également un peu d'un autre héritage. Il y avait une littérature au 19e siècle qu'on appelait le dime novel, donc le roman à un sou, qui pouvait parfois s'appeler, traduction française, le roman d'aventure pour garçons, attention le terme, mais c'était l'ancêtre un peu du pulp, et parmi ces histoires-là, il y avait aussi des histoires de quatre intrépides, les machins comme ça. Et je pense que ça, c'est des textes qu'a dû lire sûrement Stephen King dans les années 50, 60, quand il était jeune, enfin plutôt 60. Le Club des 5. Voilà, ce truc-là. Scooby-Doo. Et Scooby-Doo, on est pareil, c'est ça, c'est clair. Donc en fait, il y a quand même un héritage qui vient lui-même d'un héritage, le roman d'aventure de jeunes. L'hypertextualité, elle est ouf dans les œuvres du King, et en plus, là où il prend énormément de plaisir, c'est à faire des citations. Tu vois, tu parlais de la description surréaliste de la décharge, où il dit rien n'est à sa place, et tout a l'impression de couler, etc. Mais il parle de Faulkner, et dans toutes ses œuvres, il fait des références à d'autres œuvres. Je trouve que ça crée un tissu organique qui est hyper intéressant. Ouais, qui est très intéressant, et en plus ce truc organique aussi très américain. J'aime bien ce côté un peu... Enfin, c'est un auteur très très américain, King, tu vois. Ah oui, complètement. C'est supra-américain, et je trouve ça intéressant aussi, tu vois. Genre, il connaît son héritage, et son héritage littéraire, qui est d'ailleurs très très riche. Voilà, l'héritage américain littéraire est très riche. Mais j'adore, il y a un passage dans la nouvelle qui est trop bien. Donc la nouvelle La revanche du gros lard Hogan. Ouais. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un des adolescents qui s'appelle Hogan, dont le nom de famille c'est Hogan, mais qui ne correspond pas à Hogan. Okay. Et dans cette nouvelle, à un moment donné, ils sont sur le plateau, ils vont commencer à manger, mais il y a une des filles qui organise ça, qui teste que les tartes soient bien conformes, etc., qui est en train de parler, qui est en train de dire « il faut pas fumer, il faut pas tout ça ». Et il y a des filles en arrière-plan qui sont en train d'opiner, et King dit de manière hyper marrante « ces filles, on les trouvera habillées de bleu, blanc, rouge », en référence au drapeau américain, en train de fumer de la marijuana, et en fait, il le sous-tend de lire de la Beat Generation. Okay. Donc Ginsberg, etc. Ouais. Et donc, dans une nouvelle qu'il écrit, on a aussi une forme de d'intertextualité. C'est ça, encore une fois, un rhizome qui mène vers un héritage profondément américain aussi. Mais ouais, trop intéressant.
Moi, le dernier truc que j'aimerais juste dire sur ce texte, c'est ce que je pourrais appeler la force de l'instantané. En fait, raconter cette histoire, tu aurais pu le faire en plusieurs manières, 3 manières. Par exemple, aurait été de 1, raconter la biographie complète des personnages, tu vois, de Gordon, cette péripétie, puis sa vie, nanana, ce que King ne fait pas. Il aurait pu raconter que le voyage initiatique vers le corps, ce que King ne fait pas non plus. Finalement, il fait un peu des deux, parce qu'en fait, il y a ce truc un peu, la quête s'arrête, et après, il y a un flash-forward très rapide sur la vie des personnages, tu vois, genre Chris est mort là, moi je suis revenu là, tu vois, encore une fois, il y a un futur après cette histoire, mais qui n'est pas non plus le cœur de l'histoire, mais qui est quand même là. Et ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, cette histoire-là, c'est un instantané, c'est une photo, et c'est peut-être la photo la plus importante de la vie de ce Gordon. Ouais. Tu vois, et limite, la suite, c'est presque un peu trivial, entre guillemets, Teddy, il est mort, c'est triste, mais c'est comme ça, tu vois, mais finalement, le moment important de nos vies, ce moment-là, c'était ça. Je trouve ça cool de l'avoir raconté comme ça. Je suis d'accord avec toi. T'as lu pas mal de bouquins de Stephen King. Là, si tu devais, comme ça, m'en conseiller un... Revival. C'est Revival. En off, je t'ai déjà... Il est vrai. Je suis obsessionnelle. C'est à mon sens un des meilleurs du King, un ouvrage dont on parle assez peu. Il faut savoir que les romans écrits sous son nom de Brackman sont excellents, notamment Marche ou crève, qui a eu une adaptation cinématographique récemment. Running Man, on a eu plusieurs. Enfin bref, ils sont tous très très bien. Mais du King, à mon sens, c'est Revival, qui est un roman qui est terrifiant. C'est-à-dire que tout au long du récit, on est vraiment sur l'évolution d'un personnage. Ça commence à 6 ans, il y a un nouveau pasteur, le pasteur a une femme, un enfant, et le pasteur, on va le rencontrer à plusieurs moments de la vie de ce garçon, qui évolue évidemment, devient adulte, et une fois adulte, il le rencontre pour une ultime fois, et je pense que c'est une image dans la littérature qui m'a vraiment terrifiée. Du King, c'est une des seules fois où j'étais tout bonnement terrifiée par cette fin qui est juste... Enfin, on peut pas s'y attendre, et c'est magnifique, c'est super bien écrit. Et encore une fois, on a ce côté survivant. Il y en a un qui reste pour raconter quelque chose. Il est traumatisé, évidemment, mais il y a un destin qui est injuste, profondément injuste. Et il est d'une beauté incroyable. Ok. Revival. Le fameux. Vraiment, Revival est extraordinaire. Marche ou crève, extraordinaire. Par contre, ne jamais trembler, pas bien. Okay. Pas bien du tout. Au lit, pas bien du tout. Ça, c'est les derniers. Ne jamais trembler, c'est un des derniers. C'est le dernier, c'est là. C'est ça, oui, pardon. En fait, ils font suite à la trilogie Bill Hodge. Ouais. C'est Monsieur Mercedes, Les Carnets Noirs et... Oui. Non, il y en a un autre avant. C'est Carnet Noir et Fin de Ronde, il me semble. Après, il y a L'Outsider, il y a Une Nouvelle, il y a Holly et il y a Ne Jamais Flancher. Mais c'est parce que, en fait, Holly, c'était un personnage secondaire de Monsieur Mercedes. Et il est tombé amoureux de ce personnage-là. Et Holly a commencé à avoir une vie indépendante. Et du coup, il s'est focalisé sur elle. Mais on était sur du policier. Donc, dans la trilogie, on est sur du policier. Il y a du fantastique. Mais les derniers sont vraiment pas terribles. Okay. Les derniers, quand je l'ai lu, j'ai fait roman de gare, tel qu'on s'imagine que King est, alors que King a vraiment une puissance littéraire incroyable. Ouais, après, en fait, c'est ça, quand t'es aussi prolifique, c'est aussi... voilà, parfois il y a des ratés, ou des moins bien. Moi, j'en avais lu pas mal aussi... Quand j'étais plus jeune, hein, c'était, encore une fois, je répète, mais c'était un des premiers auteurs que j'ai vraiment binge, parce que je les achetais au supermarché en bas de chez moi quand j'étais jeune. J'avais adoré, j'avais lu Shining, comme tout le monde, j'avais adoré Shining. Différentes saisons, qui avait été un de mes préférés, parce que je m'attendais pas du tout à tout ça, et je trouvais ça très très cool. Mais je pense que si je devais en garder un que j'avais adoré, parce que lui aussi m'avait pris de cours, et j'étais en mode, mais qu'est-ce que je suis en train de lire ? C'est Dreamcatcher. J'avais adoré Dreamcatcher, parce que, alors, tu t'attends pas à ça, en fait. Non. Pas du tout. Franchement, la première scène, dans les chiottes et tout, au début, j'étais en mode... C'est terrifiant. Qu'est-ce que je lis, en fait ? Et du coup, je pense qu'au-delà de l'horreur, du style et tout, ce que j'aime dans les livres que j'ai préférés de lui, c'est quand vraiment je m'attendais pas à ce qu'il allait faire. Voilà, je crois que c'est mon préf. Grave. Il y a Dolores Claiborne, extraordinaire. Mais Dolores Claiborne, ça fait... Enfin, à mon sens, il y en a un deuxième, j'ai oublié le titre, mais... Pour moi, c'est Bonnet Blanc Blanc Bonnet et Misery extraordinaire aussi. Misery monstrueux, j'avais adoré.
Je pense que c'est un des mieux écrits, dans mes souvenirs, de ce que j'ai lu, un des mieux écrits. Et bah tu vois, c'est un de ceux qui me donnait le moins envie de le lire, celui-ci. Je me suis dit, ouais, un auteur qui se fait choper, et puis elle est un peu... Et en fait... C'est trop bien. Trop bien. Trop bien. Et il y a même en plus un jeu avec la police d'écriture dans le truc, parce qu'en fait, de temps en temps, t'as des chapitres de ce qu'il écrit, il y a des touches qui marchent plus sur sa machine à écrire, du coup, il les écrit à la main, et du coup, c'est écrit à la main dans le livre, c'est trop bien. Misery, c'est un de ses meilleurs, en vrai, enfin, de ce que j'ai lu. Après, moi, j'ai lu que les connus, hein, mais il y en a déjà un paquet. Ouais, Insomnie est incroyable. Ah mince, moi je cherche... En fait, il y en a 3 qui sont vraiment liés. C'est Les Régulateurs et sa réécriture de Brackman. Et en fait, ce sont 2 œuvres qui prennent les mêmes personnages, la même histoire, juste en contexte différent. Ouais, c'est cool. Mais c'est littéralement l'écriture de la même histoire par 2 personnages différents. Et en fait, dans... Je sais plus comment il s'appelle. Et ben, on retrouve exactement les mêmes personnes. Et c'est très cool, c'est juste qu'il est beaucoup moins bien écrit. On est vraiment dans de la fantaisie. Enfin, elle rentre dans un labyrinthe, il y a le Minotaure, mais je comprends pas trop pourquoi. Ah, mais c'est Rose Madder. Rose Madder. C'est vrai, oui, Rose Madder. Moi, j'avais pas trop aimé celui-là. Mais c'est vrai qu'il, lui, par contre, il va également dans un truc où tu t'attends pas forcément aussi. Ouais. Parce que ça commence, on est toujours dans ce truc topo-littéraire King de la violence conjugale, la violence de famille et tout, avec le mari... Qui s'appelle Norman, mais qui est dans Les Régulateurs et dans... Ça commence par un D. C'est fact-checking. Désolation. Ah oui, du coup, Désolation, c'est écrit par son alias. Ouais. Voilà, c'est ça, ok. Non, attends. Si, Désolation, c'est écrit par King et c'est Les Régulateurs qui est écrit par Brackman au moment où il y a un des fans de King qui a découvert que... Enfin, il a fait le lien entre les deux. Ok. Bon, en tout cas, il y a de quoi lire, quoi. Ah bah, Stephen King dans les années 80, inarrêtable. Très chaud, très chaud. Très chaud, ouais. Très chaud, d'ailleurs, je me souvenais plus de ça, mais Shining, c'est son 3e roman, d'ailleurs. T'as un chaud. Bah oui. Il sort ça en 3e, genre, t'es en mode, pardon. Ok, t'as écrit l'histoire de fantôme ultime, genre, y a pas mieux. On vous conseille de lire du King, c'est très cool. Surtout avec l'été qui arrive. Il y a beaucoup d'été. Franchement, c'est cool. Et ça m'a fait plaisir de m'y replonger. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu. Et c'est cool, quoi. Tu retrouves ça, c'est un peu la petite... Enfin, en tout cas, me concernant, hein, c'est un peu une petite Madeleine de Proust. Bon, on espère que vous avez kiffé l'épisode. Clara, on se dit à bientôt pour un prochain racontage, un autre texte. Nous verrons quoi faire. Pas le 20e siècle américain. Et le prochain, 20e siècle américain. Oui, bon. C'est complètement my bad. C'est ma faute. On devait pas faire ça du tout. Bon les loulous, on vous fait des bisous. Encore une fois, partagez ce podcast, parlez-en si ça vous a plu. Et on vous fait des bisous. Des bisous. Parce que... adorable, le chien, clairement adorable. Ils veulent pas... Attends, je vais prendre en photo. Attends, toi et le dog.